Salam alaikum, Az-Zulflaoun, bonsoir. Après l'échec du régime à faire passer le 5e mandat en 2019, le soulèvement populaire qui a changé la donne politique en Algérie, et cela pour toujours. Rien ne peut se faire sans l'adhésion du peuple. Le score surréaliste de M. Tebboune, réélu pour un deuxième mandat au service de ses mentors, renforce le peuple dans sa conviction de lutter pour l'avènement d'un État de droit et des libertés. Cette élection constitue un crime commis contre notre pays et son peuple. Elle démontre au besoin toutes les responsabilités de ce pouvoir qui met le pays tout entier en danger d'implosion. Ce n'est pas faute de dire que le danger pour l'unité du peuple ne viendrait pas exclusivement de l'étranger, mais de ce système qui a érigé la terreur comme mode de gouvernance. La cacophonie animée par le responsable du chef de l'ANI laisse les observateurs perplexes par tant d'incompétence et d'amateurisme. En effet, cette institution censée d'une rectitude et d'une impartialité à toute épreuve, nous a gratifié d'un moment d'une rare gabegie, démontrant et mettant en évidence par ailleurs des dysfonctionnements s'apparentant à une grave faute politique et jetant un discrédit absolu sur la sincérité du scrutin. On a assisté à un énorme bug de toute l'ingénierie élaborée dans les laboratoires des boîtes noires. Que retenir de ce genre de comportement, si ce n'est le mépris souverain du régime envers les Algériens qui, dans leur immense majorité, ont rejeté le scrutin, et même ceux qui, crédules et de bonne foi, ont participé au scrutin. Le scrutin est frappé du sceau de l'illégitimité et rien ne pourra réparer le fossé béant qui sépare le peuple et les dirigeants autoproclamés qui sont le malheur de notre pays. Rappelons-nous de la grève de 1957, un événement crucial qui a confirmé le ralliement des Algériens à leur révolution et porté un coup significatif à la colonisation française. Ils sont restés chez eux en 1957 comme pour dire au colonialisme que nous ne reconnaissons plus. Nous retenons de la campagne électorale qui a précédé cette élection deux faits majeurs. Signature d'un décret qui autorise la nomination des militaires aux plus hautes fonctions administratives. Tenue d'une réunion urgente du Haut Conseil de sécurité au milieu de la campagne électorale. La mobilisation des militaires le jour du vote atteste justement de cette volonté de dire à Tebboune que ce sont les militaires qui t'ont élu. On peut se demander si cette élection présente une nouveauté par rapport aux précédentes. Dans 5 ans, le pouvoir nous fera jouer la même danse. Seuls les comédiens changeront. Beaucoup d'argent et de temps gaspillés juste pour plébisciter l'indépendance, le candidat. Que peut-on espérer de personnes brisées par le poids de l'âge et manquent désespérément de lucidité? L'Algérie des Chouhada mérite plus de sérieux et de considération. Nous débattrons avec nos invités d'une élection présidentielle boudée par le peuple ou d'un hirak silencieux, juste après cette petite intro. Élection présidentielle, Tebboune réélu à 94,65%. Qui veut-on tromper?
C'est notre titre pour ce soir, donc de l'émission. Je suis très ravi d'avoir mon ami Jamaldine Benchenouf qui nous accompagne dans cette couverture spéciale des élections, journaliste, observateur politique. Il est avec moi sur le plateau. Jamaldine Benchenouf, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Merci, Khoya Nasser Yatek Saha. Je suis très content d'être avec vous, surtout qu'aujourd'hui, nous allons être rejoints par deux personnes dont tu vous laisses le soin d'annoncer les noms. Absolument, absolument. Et ça peut-être aussi vous rappelle beaucoup de bonnes choses, de bons souvenirs, on va dire. Brahim Younsi, qui est avec nous depuis Paris, analyste politique, ancien cadre du MDA depuis donc de 82 à 88. Il est avec nous depuis Paris via Skype. C'est Brahim, marhaba bik. Salam alaikum. Alaikum salam. Merci, Nasser. Je salue mon ami Jamaldine Benchenouf. J'ai vu la tête, le sommet de la tête de mon ami Idir Nouren. Je vous remercie de vous adresser à moi en premier, avant mon cadet, Idir Nouren. Voilà. Merci de respecter le droit d'aînesse. Très bien. Marhaba bik, c'est Brahim, très content. Ça ne le rajeunit pas pour autant. Très content de vous avoir ici, Brahim. Vous avez parlé de sommité, donc Monsieur Idir Nouren, qui est avec nous aussi depuis Paris, analyste politique. Idir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Très honoré de vous avoir dans cette émission et surtout très content donc de vous avoir tous les trois mousquetaires, si je peux me permettre. Idir Nouren. Bonsoir, Monsieur Toudi. Merci pour votre invitation. Je salue mes amis, bien évidemment, Brahim Younsi, droit d'aînesse. Ensuite, Benchenouf. Et je salue toutes celles et ceux qui nous regardent, espérant qu'on passe un bon moment, bien que ce soit douloureux et triste ce soir. Absolument. Idir Nouren, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Restez avec nous. On va commencer, bien sûr, d'abord par écouter Mohamed Chorfi, le président de l'année. Qu'est-ce qu'il a déclaré? Donc, il y a un petit moment. On l'écoute. نتائج الفرز عبر جميع مكاتب التصويت داخل وخارج الوطن على تسجيل 5,630,196 صوت معبر عنه لفائدة المترشحين الثلاثة. أقول قد أفرزت على تسجيل 5,630,196 صوت معبر عنه لفائدة المترشحين الثلاثة. أين تحصل كل مترشح حسب العد التنازلي؟ أين تحصل كل مترشح حسب العد التنازلي؟ على ما يلي: أولا، المترشح الحر السيد تبون عبد المجيد قد تحصل على 5,329,253 صوت، ما يمثل نسبة 94,65%. Donc ça, c'était les déclarations de Mohamed Chorfi. Amedjid Tebboune a obtenu donc 94,65% du pourcentage qu'il a annoncé. Donc il est réélu pour deuxième mandat, Amedjid Tebboune, mais on va écouter aussi Chorfi quand il a annoncé le taux de participation. Beaucoup de cacophonie, beaucoup d'incompréhension par rapport à ces chiffres. بالنسبة للداخل معدل نسبة المشاركة وصل إلى 26.45%. معدل نسبة المشاركة وصل إلى 26.45%.
فيما يخص داخل الوطن بالطبع إلى 8 من توقيت الجزائر، يوصل معدل نسبة المشاركة الأولية إلى 48.03%. Donc ça, c'était les déclarations de Mohamed Chorfi, c'était hier. Brahim Younsi, je vais commencer cette émission avec vous. D'abord, une réaction par rapport à cette réélection de Ahmed Tebboune à 94,65%. Permettez-moi d'abord, avant de répondre à votre question, de féliciter nos athlètes paralympiques. Ils ont fait honneur au peuple algérien qu'ils ont porté au pinacle. Merci en tout cas à eux. Pour répondre à vos questions, je vais juste vous faire une remarque, si vous le permettez. Oui. C'est le terme réélu et réélection. Tebboune n'a pas été élu pour être réélu. Il a été placé, installé à la présidence de l'État algérien sans élection. C'est l'armée, c'est les services de sécurité, les services de renseignement qui l'ont installé à Al-Mouradia. Juste, c'est Brahim. Ils le reconduisent. C'est Brahim, juste pour votre information, je pense que le titre est très clair. On a mis donc entre parenthèses et entre guillemets, pardon, réélu. Donc non, mais je parle de vous. Oui, c'est mal. Moi, je suis journaliste, donc je vous laisse le soin de. Réélu, il a été réélu et qu'il a eu une réélection. Non, Tebboune n'a pas été élu pour être réélu. Nous connaissons la situation de notre pays et j'allais dire aussi que autant les résultats de nos athlètes paralympiques nous rendent fiers, autant les scores de la fausse présidentielle, parce que c'est une fausse présidentielle, autant les scores de la fausse présidentielle nous font honte. Moi, sincèrement, j'ai honte. J'ai honte de rencontrer, de discuter de ce score de dictateur avec mes amis étrangers. J'en ai vraiment honte. Et cela est un abaissement de l'Algérie et du peuple algérien, ce score que n'ont connu que les dictateurs, à l'époque en plus. C'est Enver Hoxha, c'est Kim Il-sung, c'est Staline, etc., etc. C'est-à-dire que ce sont ou Nazarbayev ou Paul Kagame qui a eu 99%, etc. C'est-à-dire nous faisons comme toutes les dictatures et c'est un score de dictateur. C'est honteux. Et puis, quelle humiliation! Un candidat, un rhinocéros qui écrase des petits lapins. Il leur donne 2,16% pour le FFS. Le FFS qui a représenté à un moment donné, c'est vrai qu'il n'a pas fait des scores mirobolants dans les années 90, mais néanmoins, c'était un parti avec le président qui le conduisait, avait plus que la sympathie d'une partie de la population algérienne. Très bien. Il est respecté du fait de son leader, que de son âme. Je veux dire qu'aujourd'hui, il y a aussi un abaissement, une humiliation pour ces deux candidats. Il faut qu'ils sortent absolument du jeu politique parce qu'ils ont perdu, ils ont humilié leur région, leurs électeurs et leurs militants. Très bien. Restez avec nous, c'est Brahim. Jamaldine Ben Chennouf. D'abord, je vais vous laisser donc
commenter par rapport, donc je pense que la même question est adressée à vous aussi, mais avant de vous donner la parole, on va revenir sur les déclarations qui ont été faites auparavant aussi par Ben Green, qui avait même parlé de 80 à 90% pour le candidat Abdelmajid Tebboune. ليست أولية طبقا للقانون، ولكن نستأنس بها في حركة بناء الوطني. وصلتنا من مكاتبنا البلدية ومكاتبنا الولائية، وسوف تكون مبهرة جدا جدا بالشكل الذي لا يمكن لبعض الناس أن يتصوره. ولكن بالنسبة لنا في حركة البناء الوطني وعدد كثير من الشعب الجزائري والخبراء كنا نراها رأي العين. هذا اللي قلناه، وأرجو أن يكون ذلك واضحا. Ces déclarations ont été faites même avant donc, les déclarations finales de Mohamed Chorfi. Jamaldine Benchenouf. Il a même dit qu'il n'y a aucun doute pour l'élection de Tebboune. Il avait même donné le chiffre qu'il sera élu entre 80 et 90%. Il n'avait pas tort, il était même en deçà. Mais bon, c'est... Ce que je voudrais dire à Nasser, d'abord, je vais rappeler quelques chiffres. Laissons les chiffres de l'ANI de M. Chorfi du matin qui ne s'était pas encore ébranlé. Hein. Ça a démarré vers 17h où le premier chiffre a été asséné de 26% à 17h. Alors qu'il avait donné, tenez-vous bien, c'est une ficelle grosse comme une corde de matelot. C'est incroyable qu'il ait pu oser faire ça. Au lieu de donner la moyenne, c'est-à-dire le taux des votants sur le nombre des électeurs inscrits, multiplié par 100. Vous obtenez le taux qui, selon le nombre d'électeurs de votants, devait être de 21%, à peu près 21 et quelques. Or, lui a donné 26%. Il a procédé d'une moyenne par wilaya, par exemple, wilaya 1 plus 2 plus 3 plus toutes les wilayas, divisé par le nombre de wilayas, vous obtenez un taux. C'est faux. Ça veut dire que c'est une tentative délibérée et sournoise de tromper l'opinion publique. Et là, lui est censé être Monsieur Élection. En fait, tout le monde sait que c'est un commis des basses œuvres chargé de superviser la fraude et le bourrage des urnes. Il l'a confirmé lui-même hier aujourd'hui. Nous allons voir comment. Alors, ensuite, à 19h, il donne le chiffre de 19h ou 20h. 20h. Il donne le chiffre de 48,09%. Les gens n'en sont pas revenus. Ils ont dit, mais comment c'est passé de 21% en 3 heures. En 3 heures à 48%. Vous savez, 22%. C'est pas 20, c'est 22%. D'après les chiffres qu'ils ont avancés. Qui représente à peu près 6 millions de votants. 6 millions. Ça veut dire entre le chiffre qu'il a annoncé et le chiffre de 20 heures, il y a eu 6 millions en 2 heures. Ça veut dire, c'est clair, s'il y a eu un tel raffut, eux ils disent c'est parce qu'il faisait chaud, très chaud, et qu'après ça s'est un peu rafraîchi, les gens sont allés voter. D'accord. Mais quand il y a 6 millions qui vont d'un coup en 2 heures voter, c'est visible, surtout pour ces centaines de caméras et ces milliers de journalistes qui attendaient appareil en main pour filmer les gens qui venaient au bureau, cette affluence. Ils n'ont rien vu. C'était des votants invisibles. Donc, c'est très clair. Là, il y a bourrage manifeste par M. Chorfi et ses services. Mais cette cacophonie des chiffres... Oui, j'y arrive. Donc, il donne 48,09% et il dit, ce sont des chiffres préliminaires. Ça veut dire éligibles à la hausse, pas à la baisse. Puisque ce sont des bulletins qui ont été enregistrés. Ça veut dire, quand il dit préliminaire, ça veut dire qu'il y en a encore qui n'ont pas été dépouillés et inscrits. Or, qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? Il ne nous donne pas le nombre de votants.
D'abord, c'est une grave entorse à la loi. Mais il nous donne plutôt, il ne nous donne pas le taux, mais il nous donne le nombre de votants. C'est une grave entorse. On donne le taux et le nombre de votants. Nous, on a procédé de façon très simple. On a dit, bon, le nombre de votants sur le nombre des électeurs, que multiplie 100, ça te donne le taux. Donc le taux était de 22%. Avec le bourrage, on est d'accord, on accepte le bourrage. Le taux était de 22%, pas de 48%. Et traf, voilà qu'il arrive, donc, avec ce chiffre qu'il nous a donné, et qui bloque le jeu. Maintenant, il ne peut plus frauder, parce qu'il a donné le nombre des votants. Maintenant, s'il y a des bulletins nuls, ça ne fait rien. Même s'il y a 1 million de bulletins nuls, ils ne peuvent pas changer le chiffre des votants. Et donc, le taux est désormais de 22%. Et là, la question se pose, et j'aimerais qu'on en discute avec nos amis, c'est-à-dire qu'il y a une partie dans le régime qui a ramené le taux vers le bas. On ne sait pas encore qui c'est. Qui est ce clan? Qui sont ces forces qui se sont engouffrées? Qui a ramené le taux vers le bas? Vers le bas. Ou qui n'a pas laissé le chiffre gonfler? C'est ça. Le chiffre était de 48. Et le Chorbi lui-même, qui a eu honte de dire le taux, mais il a donné le nombre de votants. C'est la même chose, puisque nous, avec ce chiffre, on peut avoir le taux. Ça veut dire qu'une partie du régime s'est engouffrée dans la décision politique, à contre-courant des instructions de Tebboune et de son entourage, et de son clan, pour dire non, nous n'acceptons pas cette fraude, vous allez ramener au vrai chiffre. Et là, ça veut dire que toutes les perspectives sont ouvertes. Il se passe quelque chose de grave. On va parler sur les perspectives, Jamal. Oui, mais juste que j'aimerais finir, pour laisser la parole à mes amis. Aujourd'hui, le premier bilan que nous pouvons faire, c'est qu'il y a une partie qui a perdu, une partie qui a gagné. Alors, qui sont les perdants? Qui est le gagnant et qui est le perdant? Qui est le gagnant et qui est le perdant? Le perdant, d'abord, les petits perdants, qui n'ont pas perdu grand-chose, mais qui ont perdu quand même. C'est les deux partis qui ont joué au lièvre. D'abord, malheureusement, celui du FFS, qui a engagé la crédibilité, l'honneur, le sérieux, l'histoire d'une légende, le FFS, une légende. Ils l'ont traîné dans l'égout et dans le marécage. Pour l'autre, Hams, ils ont l'habitude, ils pratiquent de l'entrisme, pour eux, perdre, pas gagner l'essentiel. Le directeur de campagne de Hams, ou de Hassani, a fait donc une déclaration, et on peut lire dans ces déclarations qu'il y a contestation de ces résultats. Oui, mais de toute façon, eux, ils ont l'habitude. Eux, tout ce qui compte pour eux, c'est d'être dans les parages du pouvoir. Pouvoir négocier des postes, des fonctions, des privilèges, être à côté sous prétexte d'entrisme. Mais ils ont toujours fait ça, c'est pas un problème. Vous pensez que le grand perdant, c'est le FFS? Le FFS est un grand perdant. Pas le FFS en lui-même, parce qu'il pourra se régénérer. Il a trop d'histoire derrière lui pour être abattu comme ça. Mais ceux qui l'ont engagé, je présume que c'est fini pour eux. Et le grand gagnant de tout ça? Le grand gagnant, non, il y a un autre perdant. Le plus grand perdant, c'est Tebboune. Le plus grand perdant, et j'aimerais qu'on en discute ensemble, c'est M. Tebboune. C'est vrai qu'il a été élu à 94%. À supposer que c'est vrai, qu'il n'y a pas eu de bourrage alors que tout le monde est d'accord. Et ça va sortir ces jours prochains, parce que la vapeur s'est renversée. La parole va se libérer. Il y a eu un bourrage d'au moins 50% dans ces voix. Ça commence à circuler dès aujourd'hui. Mais même s'il n'y avait pas de bourrage dans ces 94%, il a eu 94% de 5 millions de voix. Sur 24 millions de voix. C'est devenu, et lui, son erreur, c'est qu'il a été roulé dans la farine par son entourage, par ces centaines de courtisans, par ces gens qui sont là en train d'habiter des villas, de rouler carrosses, de dépenser des millions, de voyager, de trôner sur la multitude, et qui étaient en train de lui dire: le peuple t'adore, Ami Tebboune,
Et lui maintenant, il va falloir qu'il descende de son nuage. Et je laisserai la parole à mes amis pour essayer de parler justement de ce qui se passe, de ces perspectives, de ces bouleversements imminents. Très très bien. On va essayer d'en discuter, Jamaldine Benchenouf. Merci pour cette analyse. Idil Nouran, vous avez écouté donc Jamaldine Benchenouf, Brahim Younsi. Qu'est-ce que vous en pensez donc de ces chiffres qui ont été avancés, la réélection entre guillemets? Il faut bien le préciser, sinon c'est Brahim Izaf Alina, de Tebboune à 94,65%. Votre lecture? Brahim est attaqué sur un angle, Jamel sur un autre. Je vais essayer de faire un peu la synthèse. C'est vrai que Brahim, très pointilleux, on dirait l'autre, les mots ont un sens, parle pas de réélection, il parle de nomination à un moment donné. Et c'est vrai que M. Tebboune, toute sa carrière administrative, elle a été le produit de nominations. C'est pas quelqu'un qui a été, c'est pas un homme politique, je veux dire. Il n'a jamais été au combat électoral. Il n'est jamais rentré dans un parti politique, sauf s'il a été nommé, comment on appelle ça, membre du comité central. Donc c'est pour revenir. Jamel attaque sur l'angle du taux de participation, et c'est vrai. L'esbrouf, si on peut l'appeler ainsi, est venu justement de ce taux de participation qui n'a pas été calculé de la bonne manière. On a pris finalement une moyenne pondérée. Et cette moyenne pondérée donne un faux taux de participation. Et Jamel a entièrement raison. Cependant, à partir du moment où on avait annoncé 26, après 48, on se pose la question, que s'est-il passé dans ces 3 heures? Entre 17h et 23h à l'annonce des 48,3%. C'est ça qui doit être relevé. Que s'est-il passé? Est-ce que finalement ceux qui décident pour tout le monde, hélas, pour Tebboune en particulier, ont dit le taux de participation ne peut pas être ici. On va essayer donc d'établir un taux de moyenne pondéré pour justifier tout ce qui va venir après. Mais je rejoins un peu Jamel quand il dit le plus grand perdant c'est Tebboune, parce que vous le vouliez ou non, il a été mal élu. Un Algérien pratiquement sur 5, un sur 5 n'a pas 4 sur 5 n'ont pas voté pour lui, et pour personne d'autre d'ailleurs. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que le système a humilié, et Jamel a été trop tendre quand il a évoqué le FFS et Hamas, a humilié à la fois Hamas et le FFS. C'est une humiliation dont ils ne se remettront pas. Et vous avez dit, M. Nasser Djoudi, que le directeur de campagne de M. Hassani a convoqué une conférence de presse pour s'expliquer demain. M. Hassani et monsieur, comment s'appelle-t-il, M. Aouchiche, ont quand même une connaissance, mettons, approximative du système, mais savaient où mettaient les pieds. Moi, je dirais ils n'ont pas le droit de se plaindre. Ils ont accepté les règles du jeu, il faut qu'ils en subissent les conséquences. Concernant le FFS, moi je crois que le FFS est arrivé à une certaine crise qui doit être rendue à ses militants. La direction actuelle doit impérativement rendre son mandat, faire son bilan et remettre son mandat et convoquer un congrès organique et politique. Pour le MSP, ce qui est relativement pour moi encore une faute politique, c'est que c'est le directeur de campagne qui dit une convocation demain. Normalement, c'est le parti politique qui a porté son candidat qui réagit. Est-ce qu'ils ont eu des difficultés à réunir leur conseil national, comme c'est un parti islamiste, on va dire, ou pas? Est-ce que justement cet échec qui a été soit élaboré, soit véritablement élaboré, je veux dire construit, est-ce que ça va laisser des traces? Ça va laisser des traces. En plus, il y a eu le communiqué de Mokri qui a ensuite été retiré, puis un deuxième communiqué de Mokri qui dit oui, c'est vrai que j'ai retiré parce que mes conseillers m'ont dit que finalement, en termes de communication, c'est pas très rentable parce que les gens vont être occupés à parler de chiffres à de la réaction de Tebboune. Donc il doit faire justement 2 écrits pour expliquer le fait de ne pas avoir été aux élections et critiquer
le scrutin en lui-même. Mais M. Tebboune, étant mal élu, je me demande comment il pourra gérer demain matin. Dans quelle perspective il va aller? Parce que faut dire aussi, monsieur la question, Aïdir Nouran, on va essayer d'entamer cette question qui est très importante, puisque vous avez parlé de... parce que c'est important, désolé. Le pouvoir a contrôlé la représentation politique. Je suis désolé. Ensuite, par rapport au peuple d'Irak, il a tout fait pour affaiblir justement et fragmenter cette contestation. Rajoutez à cela que la faillite des partis politiques traditionnels, FLN, RND, MPH, je ne sais pas si ça existe encore, et le parti de M. Roux. Et fatalement, il y a eu un vide. Il y a eu un vide qui a été... Ils ont trop trituré. Ils en payent les conséquences. Ce qui est important aujourd'hui, ce n'est pas de discourir sur le résultat ou la manière dans laquelle, ou la forme dans laquelle a pris le scrutin, les résultats. Je pense qu'il faut rentrer dans une espèce d'analyse prospective et qu'est-ce qu'on peut faire. Nous ne pouvons plus rester en l'état. Il y va à la fois de l'unité nationale, il y va à la fois de la survie de notre pays dans ses formes actuelles, avec ses frontières actuelles. Moi, je pense que l'heure est grave. Très bien. Idir, on va écouter, puisque vous avez parlé de Hams, le directeur de campagne, je pense, Seddouk, dans ses déclarations. On va revenir aussi au poste de Abdelrazak Moukri, qui était le premier responsable de Hams. ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم جميعا في هذا التصريح الأولي حول الإعلان المهزل الذي كان منذ قليل من طرف السيد شرفي رئيس السلطة المستقلة. وقد كنا نتابع وتابعنا باستغراب واستهجان كبير لهذه الأرقام المعلنة، والمؤسف أنها لا علاقة لها بما أعلن بالأمس، خاصة ما تعلق بنسبة المشاركة، ولا علاقة لها بما لدينا من محاضر. الآن نحن كما تعلمون لدينا محاضر الولايات، احنا فقط 41 ولاية التي وصلتنا. في 41 ولاية عدد الأصوات المحصلة السيد حسني شريف عبد العالي هي 328 ألف صوت، ونتفاجئ أن السيد شرفي يعلن يعني رقم لا علاقة له بالله. احنا في التوقيعات فقط كما تعلمون جمعنا 105 ألف صوت، 105 ألف توقيع. فلذلك هذه النتائج نعتبرها عبث بهذه الانتخابات وتشويه لصورة البلد. رحمة الله وبركاته. Donc vous avez entendu le directeur de campagne de Hassani, parti de Hams, qui se plaint donc de ces résultats annoncés, de ces chiffres annoncés par Mohamed Chorfi. On va regarder donc ce post qui a été posté par Abdelrazak Moukri, l'ancien responsable de Hams. تضخيم نسبة المشاركة في هذه الانتخابات لم يشهد لها تاريخ الانتخابات مثيلا، من 26% إلى 48% خلال 3 ساعات. لم يكن تبون في حاجة لتزوير الانتخابات لصالحه. لا توجد ولاية لم يسبق فيها منافسة أضعافا مضاعفة فعليا. هذا الذي اعترف به حتى منافسوه، ولكن هذا التزوير الفظيع في نسبة المشاركة يلغي مصداقية الانتخابات كلية، وهو يضاف إلى عبقرية التزوير القبلي الذي تم بكفاءة عالية. Abdelrazak Moukri. Bien sûr, ce poste a été retiré. Il a expliqué pourquoi, si c'est possible. Donc, nos amis de la régie, le deuxième poste de Abdelrazak Moukri. عن حذف المنشور. لقد كتبت منشورا عن نسبة المشاركة في الانتخابات ثم سحبته بالفعل، وسبب ذلك أن الفريق الذي يشتغل معي اعترض على النشر، وبالعادة قليلا ما أنشر مساهمتي بنفسي، خصوصا ما يتعلق بوقت أو توقيت النشر. وسبب اعتراض فريق الإعلام أن المنشور ليس فيه قيمة مضافة، من حيث أن مشكلة نسبة المشاركة
تملأ صفحات الوسائط الاجتماعية، وأنه يستحسن التعليق على الأرقام بعد ظهور النتائج الحقيقية، لا سيما وأن الرقم المنتشر هو رقم مضلل يتعلق بمعدل نسب المشاركة الولائية وليست نسبة مشاركة الناخبين الحقيقية. Si vous voulez commenter très rapidement, Idir Noural, comme ça je vais revenir à notre ami Sibrahim. Je l'avais évoqué il y a 2 minutes. C'est pas ça qui va faire la différence, encore une fois. Je veux dire, on va parler de la fraude, elle est systématique, nous le savons tous. Elle érode la confiance. Elle érode la confiance, non pas sur la crédibilité simplement des Mais quand candidats. il parle de la fraude dans son premier poste, bien sûr, il était obligé de le supprimer, ce poste. Qu'est-ce que cela démontre, Idir Noural? Je pense que dans le deuxième poste, j'ai eu la traduction en français, il disait que son intervention, oui, j'ai supprimé le premier poste. Pourquoi? Parce que c'est un problème de communication. Il a eu la crainte que ce premier poste soit perdu comme ça dans l'instantanéité des communiqués. Et c'est son entourage qui lui a dit non, il faut retirer le poste, et il a recommuniqué. Mais le problème de la fraude qui est systématique encore chez nous, il l'a évoqué. Non pas, comme j'ai dit tout à l'heure, sur la crédibilité des candidats, mais elle érode la confiance dans le système démocratique. Et c'est ce qui nous arrive à nous. Pourquoi? Parce que... Et quand vous avez dit, et là j'aimerais rebondir, Idir, quand vous avez dit que le grand perdant c'est Ahmed Tebboune, la question qui se pose, est-ce que aussi le grand perdant c'est le système? Le système, je vais vous dire une chose, il a cette capacité à éjecter qui il veut quand il veut. Et généralement, quand on est éjecté par des forces centripètes, vous ne revenez jamais. La seule exception, ça a été Abdelaziz Bouteflika. Le système Tebboune les arrange, bien évidemment. Pourquoi? Parce que c'est un président, je suis désolé, je n'ai jamais été dans le jugement, mais si vous me donnez 30 secondes, c'est quelqu'un, c'est un homme sans charisme. C'est une indigence culturelle, d'une indigence historique, d'une indigence politique. Je ne parle pas de ces bourdes, de ces bourdes qui pourraient être assimilées à des lapsus, à des absences. Ça, je peux le comprendre. Remarquez même, je vais aller plus loin, même dans son infraverbal, quand il reçoit les journalistes, il est affalé dans son fauteuil. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a pas d'énergie pour. Il a 78 ans. Je ne comprends pas. Mais il reste le candidat du système, parce que quand vous faites l'inventaire du personnel politique, il n'y a pas grand monde derrière. Et c'est ça, on l'avait dit un jour, on discutait off, je crois que c'est avec Jamel Ibrahim, on est malade du système, on est malade de notre classe politique. Et c'est ça le gros problème. Voilà. Très bien, restez avec nous, Idir Nouran. Sibrahim, je reviens à vous. Donc, la question que tout le monde se pose, surtout les observateurs de la scène politique algérienne, c'est que va-t-il se passer après donc cette élection, ces chiffres qui ont été avancés, 94,65%, alors que Ahmed Tebboune, on se rappelle, il a dit que le taux de participation ne m'intéresse pas. On l'écoute. أن بالنسبة لي نسبة المشاركة ما تهمنيش. يهمني هو الناس اللي غادي يخرجوا من الصندوق عندهم الشرعية الكافية صوت عليهم الشعب باش غدوة ياخذوا بين يديهم السلطة التشريعية. Sibrahim, maintenant, que va-t-il se passer? Oh, il faut être bien informé de l'intérieur pour dire ce qui va se passer. En tout cas, je suis entièrement d'accord et j'ai fait une fiche là-dessus, à savoir que aussi bien si Jamal que mon ami Idir l'ont dit, et clairement dit, c'est effectivement Abdelmajid Tebboune le perdant. Abdelmajid Tebboune, ce score de maréchal l'affaiblit. Il est plus affaibli encore aujourd'hui qu'hier. Ce score ne peut que l'affaiblir. C'est une humiliation pour lui. Ils ont à la fois humilié les deux candidats, celui du FFS et celui du MSP, mais la plus grande humiliation a été infligée à Abdelmajid Tebboune. Abdelmajid Tebboune est humilié.
Et pourquoi le système, pourquoi le système a laissé humilier son candidat? Le système, c'est Jamal, si je l'ai bien entendu, parce que j'ai un problème avec le son. Si je l'ai bien entendu, moi je ne suis pas dans les arcanes, lui non plus d'ailleurs, mais j'ai beaucoup moins d'informations que lui, qui parlait du changement du taux de participation. Cela m'a échappé, je dois l'avouer. Cela m'a échappé. Je lui fais confiance. Je fais confiance à ce qu'il avance. Si cela est réel et objectivement établi, c'est dire qu'aujourd'hui, il y a une résistance à l'intérieur même du système à cette gabegie, une résistance à cette mascarade électorale s'il y a eu, ne serait-ce que la rectification du taux de participation. C'est en cela que le gonflement du taux de participation et le gonflement de la victoire, outre mesure, de la victoire de Abdelmadjid Tebboune, affaiblit Abdelmadjid Tebboune. Il est vraiment très faible aujourd'hui, plus qu'il ne l'était hier. On l'a fait roi, mais aujourd'hui, on l'humilie avec ce score de 94,65%. C'est une situation en plus. Si vous avez lu la presse occidentale, et toute la presse occidentale, elle s'en offusque, elle se gauche de ce résultat pour Tebboune. Elle se moque de Tebboune. Moi, j'ai lu un certain nombre de titres qui se moquent de Tebboune. Malheureusement, qui se moquent aussi d'une certaine manière de l'Algérie. En tout cas, ils se moquent de Tebboune et ils se moquent du régime algérien. Abdelmadjid Tebboune aujourd'hui, il est extrêmement mal placé qu'il y a quelques mois, quand il était allé en Italie, avec les grands de ce monde, parce qu'à l'extérieur, on lui donne un score dans une situation extérieure, une situation géopolitique qui est hostile et belligérante. Comment va-t-il se présenter devant des chefs d'État, qu'on le veuille ou non, qu'on les aime ou pas? Ces chefs d'État ont été, j'allais dire, régulièrement et démocratiquement élus. Quand ils regardent un score et encore Poutine s'est donné moins de pourcentage que l'on a donné à Abdelmadjid Tebboune. Poutine était passé avec 86% à la dernière élection de mars 2024. C'est-à-dire que voilà, c'est un score qui ne peut que nous humilier d'une certaine manière. C'est la raison pour laquelle j'ai dit c'est une honte, parce que ça nous touche comme Algériens, ça nous touche comme militants. Mais vous avez parlé de perdants, vous n'avez pas parlé de gagnants, Ibrahim. Je n'ai pas parlé de gagnant. Qui est le gagnant donc dans cette élection? Vous avez parlé de Abdelmadjid Tebboune, vous avez parlé du système. Est-ce que vous pensez que le peuple qui a boudé cette élection, qui n'est pas sorti pour aller voter, on a parlé d'un boycott massif, on a parlé d'abstention, les chiffres sont là, les Algériens ont boudé cette élection. Est-ce que vous pensez que le peuple est sorti gagnant de cette élection? Oui, les boycotteurs, les abstentionnistes, donc la majorité du peuple dont on sait, ou des électeurs, n'ont pas voté massivement. C'est-à-dire qu'ils ont suivi, ou ils avaient déjà l'intention de ne pas aller aux urnes, de ne pas aller dans les bureaux de vote et de ne pas voter. Certainement. Mais qu'est-ce que cela veut dire en termes... qu'est-ce que cela veut dire en termes de message politique? Quand on a vu, par exemple, ces dernières semaines, pendant la campagne électorale, des militants politiques ont été arrêtés. On a même supprimé Al-Maghribia sur le satellite. Il y avait cette approche sécuritaire, une répression inédite pendant une campagne électorale, alors que le peuple n'est pas sorti. Est-ce que vous pensez qu'il y a un message politique qui a été envoyé par le peuple algérien?
Ah, je pense que oui, mais bien sûr, toute élection est un message politique. Ce boycott massif, il faut le dire, si j'en crois bien entendu les résultats de la participation, qui sont extrêmement faibles, extrêmement faibles. C'est bien entendu que c'est un avertissement pour le pouvoir. Cela, effectivement, peut déboucher sur la reprise, ce que nous souhaitons, quant à nous, sur la reprise des manifestations et des contestations. C'est une préparation, surtout que si effectivement, comme le dit Jamal, il y aurait une fissure à l'intérieur même du système, cela... Très bien. Là, si vous voulez, permettez-moi cette comparaison. Vous savez, dans les années 50, en 1953, quelqu'un comme Jacques Chevalier disait qu'il préférait les demi-rebelles aux oui-oui. Aujourd'hui, les rebelles, pas seulement les demi-rebelles, mais les rebelles sont devenus ils sont devenus une majorité par ce résultat à cette fausse élection présidentielle. Et les rebelles ont montré qu'ils se rébellaient de nouveau, et il faut prendre en considération cette vraie révolte électorale, cette vraie rébellion électorale, parce qu'il s'agit d'une vraie rébellion. Si les Algériens qui rejettent le système, et qui rejettent le système en gros et en détail, ils ne peuvent pas aujourd'hui sortir comme en 2019, ils le font par le moyen de l'abstention et du boycott. Et cela est très significatif. Très bien. Et si, plus de cela, j'allais dire cerise sur le gâteau, il y a une contestation, en tout cas il y a une fissure, que le système est en train de se fissurer, cela est une bonne chose, mais il ne faut pas que cette fissure aille au délitement de l'État. Très bien. Que l'État doit rester debout, mais le régime doit absolument être abattu. Très bien. Restez avec nous, Ibrahim. Vous avez parlé de rebelles. Est-ce qu'on peut aussi considérer qu'il y a des rebelles au sein de ce système? Jamaldine Benchenouf. Je pense que vous voulez rebondir par rapport à ce qui a été dit aussi. Oui, Jacques Chevalier, Kimagal Ibrahim, dont il faut rappeler qu'il est resté en Algérie après l'indépendance, qu'il a pris la nationalité algérienne, qu'il est mort à Alger, qu'il y a été enterré et que sa famille est encore en Algérie jusqu'à ce jour. Mais sinon, donc, d'abord pour revenir à Mokri, le fait d'avoir retiré son poste, moi je crois qu'il n'aurait pas dû, puisqu'il a fait une simple remarque que tous les Algériens moyennement attentifs à la chose électorale l'ont remarqué. Qu'on ne peut pas passer en 2 ou 3 heures de 21% à 48%. 6 millions d'électeurs qui sortent de terre que personne ne voit, ça se remarque. Et bon, donc, mais là où vraiment, il faut que nous nous attardions, même si nous n'avons pas d'autre alternative que de spéculer, puisque nous n'avons pas d'informations fiables, crédibles, c'est que il y a eu, et je pèse mes mots, dans la logique du système, dans la logique de ce système, qui a ses méthodes, qui a ses moyens, qui a ses coups tordus, sa subversion, sa violence, sa capacité à la corruption de masse, à la corruption des élites. Le fait qu'une partie du régime, parce que là il n'y a pas de doute, ça ne peut pas s'être passé autrement, une partie de ce système soit intervenue dans l'opération qui est en principe contrôlée directement par la présidence. Parce que M. Sharfi, comme il l'appelle les gens Botambo, parce qu'il a le tabac, ou d'autres qui l'appellent Mr. Fraud, lui reçoit ses instructions directement de l'armée, des services et du président en place. On lui a dit de monter. Et c'est pour ça qu'il a dit c'est préliminaire, parce qu'il voulait monter encore plus que 48%. Parce qu'il fallait absolument
que le boycott de 2019 ne se reproduise pas et qu'il y ait une marge importante entre les deux élections. Donc, il a dit 48 en attendant d'augmenter encore et on n'a plus d'informations durant toute la soirée et puis d'un coup, trac, ça tombe. 48%. C'est plus 48%. C'est 22%. Puisqu'il donne le nombre des électeurs, votants, des votants. Et donc, vous faites l'addition, vous faites l'opération et vous obtenez 22%. Ça veut dire, pour que ça c'est unique dans les annales algériennes, unique dans les annales de l'élection algérienne, pour que ça descende de 48,3% à environ entre 22 et 23%, plus que la moitié qui a été retranchée, ça veut dire, c'est certainement pas Tebboune, il n'est pas fou, lui veut une élection grandiose, massive, parce que même avec ses 94% sur 1/5 de l'électorat, c'est une honte, il devrait démissionner. Et donc ceux qui ont procédé à cette soustraction, à cette oukase, parce que là c'est un clan fort, où il ne peut y avoir certainement pas le clan de Tebboune, les centaines de courtisans qui ne servent à rien, qui ne pèsent que par le poids qu'ils pèsent physiquement. Il y a un clan où il y a des militaires. On ne sait pas s'il y a d'autres choses, je n'ose pas le dire, mais qui ont dit non, ce chiffre ne passera pas. Vous allez le revoir à la baisse, vous allez donner le taux physique que vous avez dans les urnes, même si elles ont été bourrées. Et c'est donc 22 à 23%. Et là, la question est capitale. Maintenant, c'est très simple. Moi, je spécule, je n'ai rien à perdre, je suis un invité, je ne suis pas un journaliste. Je suis un invité, je suis là, je donne mon avis. À mon avis, ce président, ce système ne soutient plus Tebboune, puisqu'il l'a humilié sur la place publique. Il lui donne 94% un taux de maréchal, comme l'a dit Ibrahim, dans le même temps qu'il réduit son assiette de participation. Il a 94% du 5e de l'électorat. Un. Deuxièmement, ils ne pourront plus devoir l'accepter à une telle position, au plus haut du sommet, même si c'est une façade Potemkin, avec un président aussi faible, aussi affaibli plutôt. Donc, à mon humble avis, et j'assume le fait que peut-être je spécule un peu trop, soit il a le choix de démissionner pour des raisons de santé ou il fait ce qu'il veut. Soit ils vont lui mener la vie dure, parce que maintenant, avant il ne l'attaquait pas, c'était l'homme fort par défaut. Parce que tous les hommes forts du régime, ils sont ou en prison, ou partis, ou retirés. Maintenant, il n'est plus l'homme fort par défaut. Il est l'homme faible par excellence. Alors il va devoir soit démissionner, soit eux, ils vont commencer à lui mener la vie dure, à l'humilier. Ce n'est plus un Tebboune, c'est le président le plus faible depuis l'indépendance. Ce boycott-ci, malgré tout l'argent qu'ils ont investi, comme en Kabylie, ils ont investi des milliards pour corrompre, pour acheter des rabatteurs, des choses comme ça. Ils ont eu un taux de boycott global plus important que le boycott de 2019. Vous imaginez un peu ce que pèse maintenant ce Tebboune? Très bien. Reste avec nous, Sidi Djamel. Idil Nouran, vous avez entendu donc, écoutez, l'analyse de Djamaldine Benchenouf, mais aussi Ibrahim qui parle de rebelles. Est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce qu'elle est légitime, cette question, que peut-être il y a des rebelles au sein de ce système qui ne veulent plus de Al-Majid Tebboune. On a parlé donc du grand perdant étant donc malgré ce résultat de 94%
60,65%, donc Abdelmajid Tebboune, mais ce résultat affaiblit Abdelmajid Tebboune. Qu'est-ce que vous en pensez, Idirou Nouran? Et là, on va rentrer bien sûr sur les perspectives. Qu'est-ce que cela veut dire pour le régime, ces résultats, et qu'est-ce que cela veut dire pour notre pays? J'avais souligné que M. Tebboune sort de cette élection très affaibli. Les raisons qui l'affaiblissent, bon, Jamal a évoqué sur une base d'une hypothèse qu'on peut partager bien évidemment, sans avoir des nuances, mais là n'est pas le souci. Il est affaibli sur plusieurs plans, M. Tebboune. Sur un plan personnel, il est affaibli à l'international, parce que c'est de manière mécanique. Il est affaibli par rapport à ses pairs africains, il est affaibli par rapport à la position de l'Algérie, qui a quand même des atouts dans cette séquence historique que vit le monde avec la crise russo-ukrainienne, avec la diplomatie du gaz, on aurait pu véritablement faire beaucoup de choses au nom de l'Algérie ici. D'abord, un, ils étaient compétents. Deux, s'ils avaient une vision. Trois, s'ils avaient un projet, tout en redonnant les libertés au peuple algérien, chose qui n'a pas été faite. Bien sûr qu'il y a des rebelles. De toutes les manières, vous savez, le grand gagnant, c'est le peuple algérien, qui ne s'est pas présenté aux urnes. Ça, c'est un. Il a montré sa désaffection pour ce système politique, pour cette gouvernance, pour cet état de non-droit, et les violations de droits de l'homme au quotidien est récurrente et de manière massive. Donc ça, c'est le grand gagnant. Par contre, tout ce qui s'est passé entre 17h et 23h laissera inévitablement des traces sur les groupes qui ont joué, qui ont été d'une influence certaine. Ça laissera des traces au Hams, ça laissera des traces au FFS, ça laissera des traces à Louis Ahnoun, ça laissera des traces à l'UCP. Parce qu'il faut reconnaître une chose, c'est que la disqualification pratiquement un ensemble de personnalités politiques nationales rend la chose plus aisée maintenant pour le peuple du Hirak, qui pour moi ne reviendra pas dans ses formes actuelles, parce que pour moi ça reste une conscience avec certains éléments qui sont d'actualité encore aujourd'hui. Mais est-ce que le fait que le peuple n'est pas sorti voter est une forme de hirak silencieux, si on peut l'appeler ainsi? En tout cas, c'est l'expression l'expression politique d'un acte éminemment politique. Excusez-moi pour le pléonasme. Mais bien évidemment, parce que le peuple algérien, il est connu pour ça. En plus, il faut revenir déjà, me semble-t-il, au comportement électoral des Algériens. Le comportement électoral des Algériens. Et là, on devrait faire une étude sur ce comportement électoral. Mais à mon sens, là, à chaud, pour moi, bien évidemment, c'est une réponse. Maintenant, est-ce qu'on peut l'attribuer à la conscience du Hirak? Certainement. À quel niveau elle peut être, disons, portée par la vague du Hirak? Je ne peux pas le dire. C'est une hypothèse. Je ne peux pas évaluer la pertinence de cette hypothèse. Mais pour moi, c'est une victoire du peuple algérien d'abord. Et encore une fois, Monsieur Djoudi, cher Jamel, cher Brahim, il faut à tout prix que cet épisode soit digéré, bien évidemment, et participer autant que faire se peut, chacun à sa place, chacun en fonction de ses moyens, à essayer de construire une alternative crédible, à bâtir les convergences sur la base, pour moi, d'un socle de valeurs qui serait probablement la citoyenneté, les libertés fondamentales. Mais quand vous parlez que cet épisode doit être digéré, Idirou Nouran, quand on voit par exemple, est-ce qu'on peut parler de risque d'implosion? Parce que depuis 2019, quand on fait la comparaison, par exemple, du climat qu'il y avait le Hirak, il y avait donc un 12-12, si on peut l'appeler, et l'avènement d'Abdelmajid Tebboune, et ce slogan de cette nouvelle Algérie, tout ce qui a été entrepris depuis 2019 n'a pas convaincu les Algériens à les voter, n'a pas laissé les Algériens à croire qu'il y a un changement. Au contraire, ce qu'on a vécu hier, c'est on peut dire, c'est un échec cuisant pour le régime. Et là, on doit se poser la question, est-ce que on peut continuer à mener les mêmes politiques? Et est-ce qu'il y a risque, c'est les mêmes politiques continuent?
Tout à fait, parce que ce que vous dites est extrêmement intéressant, parce que ça a prouvé l'échec de cette élection, particulièrement du système en général, bien qu'il y ait peut-être des dissonances et des dysfonctionnements entre les différentes parties. Mais vous savez, on aurait attendu qu'au moins le taux de participation soit légèrement plus élevé que 2019, qu'on aurait attribué au travail non effectué, bien évidemment, de Tebboune, qui a travaillé, qui a exporté un peu plus hors hydrocarbures, enfin tout ce qu'on nous chante du matin jusqu'au soir, et ça aurait eu du sens, ça aurait eu de l'écho. Mais là, il me semble-t-il, je suis pas très certain, et les téléspectateurs m'excuseront, je crois qu'il a perdu même en nombre de voix. Même en nombre de voix, je suis pas certain, hein. Mais c'est pour dire que bien évidemment, l'échec de Tebboune est largement consommé. Son élection est frappée d'illégitimité. Donc, c'est une impasse pour le régime. Maintenant, ça va laisser des traces à l'intérieur du régime. Est-ce que les forces vont se neutraliser ou pas? Est-ce qu'ils auront la vision historique du pays et de ce qu'il faut endosser au pays? Ça mérite d'être pris très, très au sérieux. Très bien, très, très bien. Pour terminer, vous parliez d'implosion. Si toutefois il arrivait qu'à travers tous les problèmes que nous avons à toutes nos frontières, qu'il y ait des dérapages induits ou subis, qui justifieraient peut-être d'un état d'exception et peut-être même l'instauration, c'est une guerre qui se déclare, de la loi martiale, bien évidemment, nous risquons d'imploser. Bien évidemment. Parce que, comme je l'avais dit la dernière fois, on est un pays fragile. Et qui dit pays fragile dit instabilité. Et avec la rancœur qu'ont les Algériens envers ce système qui les a finalement toujours méprisés, les risques sont quand même considérables. Très bien. Restez avec nous, monsieur Idil Nouran. Sibrahim, on va revenir vers vous. Bien sûr, la question qu'a soulevé Idil Nouran, c'est qu'il y a crise au sein du régime. Et bien sûr, comment cette crise va évoluer, c'est la question que je vous pose, mais aussi quand on voit l'avenir de Mohamed Sharfi, donc le président de l'ANI, comment vous le voyez, Ibrahim, dans cette cacophonie qu'on a vécue hier, mais aussi dans cette élection qui ne ressemble à rien? Vous me reposez la question à propos de M. Sharfi, je n'ai pas bien saisi. Oui. Qu'est-ce que vous me demandiez sur M. Sharfi? Donc l'avenir de M. Mohamed Sharfi, comment vous le voyez? Surtout qu'il était président donc, de cette autorité qu'on appelle ANI, surveiller les élections et contre la fraude et tout ça. Et quand on voit ces chiffres qui ont été avancés, cette cacophonie au niveau donc, des pourcentages et des chiffres, qu'est-ce que vous en pensez donc, Brahim Younsi? Je ne suis pas Madame Soleil pour le dire. Je ne peux pas connaître l'avenir. Je ne dis pas dans les lignes de la main. Je ne sais pas ce que deviendrait M. Sharfi. En tout cas, pardonnez-moi que les téléspectateurs me pardonnent. Je m'en fous complètement de ce qui peut lui arriver, sincèrement. Je veux dire politiquement. Politiquement, mais je m'en fous complètement. Bon, il a pris, à mon avis, déjà la porte de sortie. Si vous me permettez, pour poursuivre l'analyse qui a été commencée par mes deux amis, par Si Jamal et Si Idir, c'est que ce message est également envoyé, ce score de Maréchal est envoyé parce que c'est une provocation. Ça relève de la provocation stricto sensu. C'est un message qui est envoyé également à l'opposition. Mais pas à l'opposition que nous connaissons, pas à l'opposition de ces partis qui ne représentent rien, mais à l'opposition. Vous avez employé le mot, moi il est difficile de l'employer, mais à ceux du Hirak, à ceux qui sont en prison ou à ceux qui sont menacés, à ceux qui continuent le combat. Ce message leur est envoyé.
Et c'est un défi qu'il avait lancé. Mais aussi le peuple a envoyé un message, c'est Ibrahim. Comment? Le peuple aussi a envoyé le message pour le système ou le régime. Oui, mais justement. Mais le peuple ne possède pas, n'a pas, comme dirait Max Weber, la violence légitime. Le peuple ne peut pas sortir aujourd'hui, j'allais presque dire, je n'incite personne à la violence, mais il ne peut pas sortir, et c'est ça les révolutions qui bouleversent tout. Il ne va pas aller à la révolution demain, les mains vides ou nues. C'est dire que le pouvoir lance un défi à la société, à ceux qui l'ont rejeté, électoralement rejeté. Parce que le pouvoir en place, le régime en place, ne vit pas de réalité. Il vit de politique fictive. Il est dans la fiction. Alors que les Algériens, la grande majorité des Algériens, vivent dans la réalité, une réalité politique, économique, sociale, très très difficile, quotidiennement. Ce sont des peuples, un peuple qui se demande que sera fait demain, sur le plan social notamment, sur le plan de la sécurité, parce que l'environnement, que nous ne le voulions pas, est belligène, et vers où ce pouvoir qui est en train de montrer ses divisions, qui est en train de montrer son affaiblissement, que fera-t-il? La population est aujourd'hui désemparée d'une certaine manière sur l'avenir et attend une offre politique de l'opposition, parce que ce pouvoir établi à Alger est incapable d'avoir ou d'instaurer des fonctions pacifiques que doit avoir un État démocratique. Le pouvoir établi en place, et nous l'avons vu toutes ces dernières années, et notamment toutes ces dernières semaines, qu'il y a une hypertrophie de la répression, que l'appareil répressif, et il n'y a que l'appareil répressif qui a vu dans l'espace social, dans l'espace politique, et y compris d'ailleurs dans l'espace économique. C'est l'appareil répressif, et il n'y a que l'appareil répressif qui agit. Le pouvoir établi à Alger n'a pas de politique. Il n'a aucune politique à proposer, il n'a aucune offre politique à proposer au pays. Très bien. Cela est le devoir aujourd'hui de l'opposition de produire immédiatement, dans un travail sérieux, une offre politique au pays, parce que s'il venait, le régime venait à tomber, et il tombera parce que, comme le disait Sidi Jamel tout à l'heure, et je crois qu'il a quand même de l'intuition ou de l'information, qu'il y a aujourd'hui une fissure, je le répète, une fissure. Il y a des lézardes très bien. dans le système, à l'intérieur même. Restez avec nous, Ibrahim. Restez avec nous, Ibrahim. Restez avec nous. Jamaldine Benchenouf, s'il y a fissure au sein de ce régime, si on parle aussi de crise, qu'est-ce que cela veut dire pour les perspectives, mais aussi pour les dangers qui guettent notre pays, si on parle de fissure, si on parle donc de crise au sein du régime? Oui. J'aimerais d'abord répondre à la question que vous avez posée à Ibrahim sur M. Chorfi. Très vite. Moi, je crois que c'est une question très importante parce que M. Chorfi, tout en étant le nervi, le commis des basses heures, chargé de la fraude ordinaire, parce que c'est une norme en Algérie, la fraude ordinaire, il devient de facto aujourd'hui
le premier fusible a sauté. C'est dans la logique du pouvoir. Il doit sauter, c'est impératif. Parce que après ces élections, il sera le premier... Le premier à être évacué parce qu'il doit maintenant jouer le rôle du paratonnerre qui attire sur lui. Croient-ils, eux, ce ne sera pas le cas, lui n'est rien du tout. Mais eux, ils nous ont habitués à ces procédés. Sinon, pour ce qui est des dangers qui pèsent sur la nation, en effet, lorsque il y a un effet pervers de ce type, effet pervers en économie, ça ne veut pas dire que l'effet est pervers en soi. Ça veut dire qu'il n'est pas prévu, qu'il s'est introduit dans une logique où il n'était pas prévu du tout. Cet effet pervers qui a consisté pour le régime à s'immiscer directement, une partie du pouvoir, on ne sait pas encore laquelle, à s'immiscer directement dans l'opération fraude pour ramener un chiffre annoncé officiellement par le président de la haute autorité de surveillance des élections. Il faut le rappeler. Annoncé officiellement. Le ramener de 48 à 22%, ça veut dire qu'il y a un problème dans la cambuse. Il se passe quelque chose de très grave. Dans la logique du système, c'est un coup d'État. Et je pèse mes mots. C'est un coup d'État. On ne sait pas comment il va se développer, s'il va finir par l'expulsion, j'allais dire manu militari de Tebboune, ou l'invitation qu'on va lui transmettre de partir de lui-même gentiment et avec les honneurs par la grande porte, ou si ça va se passer d'une autre manière. Mais en tout état de cause, si le grand gagnant de de ce qui vient de se passer est le peuple algérien, en effet, qui vient de reproduire, ce n'est pas une abstention, qui vient de reproduire un boycott massif plus important que celui de 2019, chose que personne n'imaginait. Personne n'imaginait que non seulement nous pouvions reproduire un boycott, mais un boycott encore plus important que celui de 2019, chiffre à l'appui. Et de conduire ce régime à aller dans des dynamiques cannibales, à se bouffer les uns les autres, comme on dit de façon triviale, c'est que ce peuple a réussi un coup de maître. Même s'il l'a fait sans consigne, sans synergie, sans coordination, comme ça. Parce que la politique, bien souvent, elle ressort, elle procède, j'allais dire presque de vibrations qui émanent de la masse du peuple, de nous tous. Mais il y a une condition. Le peuple est le grand gagnant de ce qui vient de se passer. Mais il faut qu'il soit très vigilant. Parce que ce qui va se passer pourrait entraîner un changement de main. Le pouvoir va passer d'une main à une autre. Tout simplement, et on va nous servir des choses comme d'habitude, Chouhada, nous devions Chouhada ou la révolution de novembre, maintenant ils vont nous rouler dans la farine et on est reparti pour un autre tour. Donc, c'est le moment pour le peuple algérien de s'organiser, de se structurer, de commencer dès maintenant à inciter ces élites à émerger. Il doit les porter, il doit les aider, il doit les écouter, et en espérant que nous aurons cette fois-ci des élites sincères, des élites propres, comme nous en avons vu dans le Hirak. Il va falloir faire le tri, mais ces élites existent. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et je vous remercie. Très bien. Restez avec nous, Jamaldine Benchenouf. Il ne me reste pas beaucoup de temps, on vient juste de me le rappeler. Donc, je vais vous demander d'être un peu bref dans cette dernière question. Idirou Nouran, Jamaldine Benchenouf parle d'un coup d'État. Donc, ces élections ou ces résultats nous donnent l'impression d'un coup d'État. Qu'est-ce que vous en pensez, Idirou Nouran? Enfin, je sais pas si c'est un coup d'État, c'est trop tôt pour le dire, mais il est clair que ce qui s'est passé encore une fois, après l'annonce de 15h ou de 17h, je me souviens plus,
et celle de 23 heures, il s'est passé quelque chose. Je veux juste peut-être nuancer le propos de mon ami Jamel, ne m'en veuille pas, c'est que les 48% qu'on a annoncés à 23 heures étaient l'expression justement de la moyenne pondérée. C'était pas le taux de participation qui redescendrait à 22%. On peut tout leur reprocher, mais pas autant de bêtises, me semble-t-il. Hein. Par contre, vous dites c'est un coup d'État. Je l'ai dit tout à l'heure de manière bon pour moi c'est pas un coup d'État. Ça laissera des traces, Monsieur Djoudi. Ça laissera des traces au niveau du système, au niveau du commandement militaire, au niveau des partis politiques. Ça, encore une fois, quand vous Edir Honorin, quand vous parlez de traces, est-ce que cela veut dire que peut-être il y aura des changements au sein de ce régime, il y aura des changements des politiques, de la direction du pays? Qu'est-ce que cela veut dire quand vous parlez de traces? Tout est possible, Monsieur Djoudi. Vous savez, parce que les limites du convenable ont été largement dépassées. Les limites du convenable ont été largement dépassées. Le peuple algérien vit dans une insécurité totale. Quand je dis insécurité par rapport à sa liberté, il est martyrisé, il faut le dire, tous les jours. Heureusement que les jeunes arrivent à se débrouiller un petit peu dans le marché parallèle et subvenir à leurs besoins vitaux. On est une société malade, on est une société bloquée, on est une société terrorisée. Et à un moment ou à un autre, comme j'ai eu souvent à le dire sur le plateau de Jamel, la rupture du consentement à l'autorité, elle risque de venir. Je suppose que ceux qui ont été responsables ou qui ont, si vous voulez, dessiné en termes architecturaux la séquence qu'a vécue Lani doivent rendre des comptes et ça laissera des traces. Ça voudra dire que si l'armée et certains décideurs, ou même pas des décideurs, doivent dire leurs mots et qu'il serait temps que l'armée fasse sa mutation, opère sa mutation pour se mettre au service du peuple, des aspirations du peuple, donc d'abord les valeurs, ensuite dans la liberté bien comprise, et je suis désolé, il faut à tout prix que les valeurs largement partagées, d'autant que ce qui nous lie tous en tant qu'Algériens, c'est quoi? C'est le sang versé en commun durant la guerre de libération, c'est le mouvement national, c'est toutes les résistances. Dans l'histoire, ça va de Jugurtha et on remonte. Hein. C'est ça qu'il faut faire. Il y a aussi autre chose, et j'aurais terminé, une absence de stratégie pour la transition. La transition, elle doit se faire comment? Certains experts disent c'est la maturation et la maturité, plutôt la maturité de la société qui partage les mêmes valeurs, justement, c'est pour ça que j'insiste sur le choc de valeurs, qui peut emmener vers la démocratie. Il y en a d'autres qui disent c'est les classes moyennes, c'est celles qui consomment, c'est celles qui, c'est celles qui ont un pouvoir d'achat suffisant. Très bien. C'est un préalable justement à l'émergence de la démocratie. Ces questions doivent être abordées par toute cette élite politique dont parlait Jamel. Moi, je vous dis la vérité, j'ai la crainte que ça prenne du temps, que le coût qu'on sera obligé de payer nous en tant que peuple pour arriver à nos fins, c'est-à-dire simplement un état de droit, c'est pas demander grand-chose, hein, un état de droit, une institution respectable, respectée, qui serait l'émanation de la souveraineté du peuple. Dans le cadre d'un processus constituant, on trouvera toutes les formules nécessaires. Et moi, je salue tous celles et ceux qui pourront le faire. J'ai pas de légitimité à appeler à quoi que ce soit, mais je salue Monsieur Tabou, je salue Mazouz, je salue moi la Belle, je salue Ali Askri, je salue tous les militants, Monsieur Boumella, tous ces gens-là, je les invite à se voir, à parler. J'espère qu'ils peuvent le faire, du moins entre eux, et arrivera le moment où le tocsin va sonner, et à ce moment-là, la responsabilité sera du côté des décideurs. Très bien, merci beaucoup Edir Honorin. Brahim Younsi, très rapidement, parce qu'on est pressé par le temps, je vous laisse pas le mot de la fin, parce que j'aimerais terminer ce que Jamel dit. Je crois que j'ai été un peu virulent à certains moments. Non. Il fallait l'être. Je ne retire rien. Mais simplement là, j'essaye, à travers les discours qui sont les nôtres, tous les trois, je vais mettre un peu de modération. Un peu de modération dans le sens où nous avons une histoire.
nous sommes presque tous les trois à parler de transition, que la transition serait proche. J'essaie de mettre de la modération parce que nous avons vécu, d'ailleurs depuis 1976, l'idée de transition d'un système à un autre. En 1976, souvenez-vous, la Charte nationale, la présidentielle, l'Assemblée nationale, alors que le pouvoir était entre les mains d'un dictateur, de Rohani Boumediene, etc. Et puis, on a ouvert une nouvelle transition, et une nouvelle transition ouverte par la révolte, par les journées d'octobre 88. Et tout cela, faites le compte, a duré plusieurs années. Depuis 88 à aujourd'hui, c'est 36 ans. Alors qu'une transition avait été ouverte en 1988. C'est dire que il faut être extrêmement prudent avec ce régime, qui a malgré tout beaucoup de choses dans son sac. C'est un régime qui, malgré tout, sur un certain nombre de plans, reste hermétique. L'information ne sort pas. La vraie information ne sort pas. Il y a un hermétisme qui entoure ce régime et qu'il faut être extrêmement prudent. Donc, si j'ose dire, merci. La balle et le jeu est entre les mains de l'opposition. Et j'ai écouté mon ami dire, il a raison de lancer cet appel-là, de dire que les leaders de l'intérieur, et il a donné des noms, bien sûr qu'ils risquent beaucoup. Bien sûr qu'ils risquent beaucoup, mais il faut absolument qu'ils s'orientent. Ils ont déjà fait un texte que j'ai soutenu à 1000%, et qu'il faut absolument que ce texte ne reste pas lettre morte. Il faut absolument rebondir sur ce texte. Merci, Sibrahim. Vraiment désolé, Ibrahim, parce qu'on a dépassé le temps de l'émission. Je vous remercie beaucoup, Brahim Younsi, analyste politique, ancien cadre du MDA 82-88. Merci à notre ami aussi, M. Idirou Nouran, analyste politique. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci à Jamaldine Benchenouf, journaliste, observateur politique. Il est avec nous sur le plateau. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. La couverture spéciale continue.